L'automne, la récolte est terminée, les conserves sont faites, et au potager, le silence. Mais est-ce vraiment le cas? Beaucoup pensent qu'une fois la dernière tomate cueillie, la saison est finie. Et si je vous disais que le travail le plus crucial, celui qui déterminera votre future récolte, commence justement maintenant? Aujourd'hui, nous allons aborder la question essentielle de l'automne. Faut-il labourer le potager ou non? Et je vais vous montrer comment un simple choix fait en automne peut vous simplifier les tâches printanières de moitié et augmenter vos récoltes. Revenons un peu en arrière. Presque tous, nous avons grandi avec la conviction que le labour d'automne est une règle d'or. Nos grands-parents prenaient leur bêche et retournaient méthodiquement chaque centimètre carré de terre. On pensait que cela aidait à combattre les mauvaises herbes, les nuisibles et à rendre la terre plus meuble. Mais l'agronomie moderne voit les choses différemment et nous allons comprendre pourquoi tout de suite. Commençons par le grand débat qui agite tous les jardiniers. Faut-il bêcher ou ne pas bêcher? C'est sans doute la question la plus controversée chez les jardiniers amateurs, une sorte de être ou ne pas être shakespearien, mais version potager. Pour tenter d'y voir plus clair, cessons de considérer la terre sous nos pieds comme de la simple boue. Imaginons plutôt que notre sol est une vaste cité bruyante, un véritable gratte-ciel souterrain. Dans cette ville insoupçonnée, une vie foisonnante et complexe grouille sans que nous en ayons conscience. À chaque étage de cette cité vivent des habitants uniques, des milliards de bactéries, de champignons et d'autres micro-organismes. Chacun a son rôle essentiel et ses propres conditions de vie. Dans les penthouses des étages supérieurs résident les aérobies. Comme nous, ils ont besoin d'oxygène pour vivre. Ils transforment activement la matière organique, aérant et enrichissant le sol. Plus bas, dans les sous-sols profonds, vivent les anaérobies. Ces organismes, à l'inverse, ne supportent pas l'oxygène, il leur est même fatal. Pourtant, ils accomplissent eux aussi un travail tout aussi crucial. C'est là que le coup de bêche intervient. Lorsque nous prenons notre pelle, nous bouleversons complètement cette ville souterraine. Les habitants des penthouses sont enfouis profondément dans les sous-sols où ils suffoquent sans air. Et ceux des sous-sols sont projetés à la surface, où ils périssent, exposés à un environnement qui leur est hostile. En agissant ainsi, nous détruisons un écosystème vivant et fragile qui s'est construit patiemment, année après année. Mais dans cette cité souterraine, il y a aussi des habitants plus imposants, facilement repérables à l'œil nu. Je parle bien sûr des vers de terre. Ce sont nos alliés les plus importants, les plus précieux et, qui plus est, entièrement gratuits dans notre potager. On les surnomme souvent les laboureurs naturels, et ce n'est pas peu dire. Chaque jour, ils accomplissent un travail titanesque. Ils creusent des centaines de mètres de galeries, aérant et structurant ainsi le sol. Ces tunnels sont des conduits parfaits par lesquels l'air et l'eau parviennent directement aux racines des plantes. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. En ingérant la terre et la matière organique, les vers créent un humus inestimable, également appelé lombricompost, le meilleur engrais naturel au monde. Imaginez maintenant ce qui se passe quand une lame de bêche acérée fait irruption dans leur monde. Ce n'est pas une simple perturbation, c'est une véritable catastrophe. Nous détruisons tout leur réseau complexe de galeries, nous sectionnons leurs corps et les rejetons à la surface, où ils deviennent une proie facile pour les oiseaux. Chaque bêchage automnal représente un coût dévastateur pour la population de ces précieux auxiliaires. Et moins il y a de vers, plus notre terre devient compacte et s'appauvrit. De nombreux jardiniers sont persuadés que l'objectif principal du bêchage automnal est de se débarrasser des mauvaises herbes. Le raisonnement est simple. En retournant la terre, les racines des mauvaises herbes se retrouvent exposées en surface. Elles sont censées geler durant l'hiver, ce qui réduirait le travail au printemps. Ça paraît séduisant, mais, en pratique, c'est souvent tout le contraire qui se produit. Imaginons que la terre soit bien plus qu'un simple support. C'est une immense banque de graines. Dans les couches superficielles du sol, des milliers de graines attendent leur heure. Beaucoup d'entre elles peuvent dormir là des années, voire des décennies, tant que les conditions de germination ne sont pas réunies. Alors, que faisons-nous en bêchant? C'est un peu comme si, tels des joueurs imprudents, nous venions secouer cette banque.
les graines qui dormaient paisiblement en profondeur et qui ne nous gênaient absolument pas, nous les ramenons à la surface, à la lumière et à la chaleur. En fait, nous leur donnons nous-mêmes le feu vert pour une véritable invasion printanière. Et pour les mauvaises herbes déjà bien installées, nous les coupons en morceaux. Or, pour beaucoup d'entre elles, comme le chien-dent par exemple, chaque fragment de racine se transformera en une nouvelle plante au printemps. Au final, au lieu de nous débarrasser efficacement des mauvaises herbes, nous nous créons une double voire une triple charge de travail pour la saison suivante. Alors, faut-il ranger la pelle au fond du cabanon, voire la vendre pour la ferraille? Ne tirons pas de conclusions hâtives, car comme pour toute règle, il y a des exceptions. Il existe des situations où le bêchage automnal n'est pas seulement justifié, mais absolument nécessaire. Le premier et le plus important de ces cas concerne les sols lourds, argileux et battants. Vous les connaissez sûrement. Après une bonne pluie, ils se transforment en une masse visqueuse et, une fois secs, se couvrent d'une croûte dure que même un pied de biche ne pourrait percer. L'air parvient difficilement aux racines dans ce type de terre. C'est précisément là que la bêche devient précieuse. À l'automne, juste avant les premières gelées, on bêche cette terre sur toute la profondeur de la lame, mais avec une consigne cruciale, on ne brise en aucun cas les mottes de terre, on les laisse telles quelles en gros blocs. Pendant l'hiver, le gel, la neige et l'humidité feront tout le travail pour vous. L'eau, en gelant dans les pores, va se dilater et faire éclater ces mottes de l'intérieur, rendant le sol plus meuble et structuré. Au printemps, il ne vous restera plus qu'à passer légèrement le râteau sur la parcelle. Un autre scénario où le travail du sol en profondeur devient impératif, c'est lorsqu'on s'attaque au défrichage d'une terre en friche. Imaginez que vous ayez un nouveau terrain, laissé à l'abandon depuis des années et envahi par une dense couche de graminées et autres adventices vivaces. Un simple travail superficiel ne sera hélas d'aucune aide. Le système racinaire de ces adventices, comme le chien-dent, l'égopode ou le liseron, est si puissant et entrelacé qu'il forme un véritable tapis continu. Pour s'en défaire et préparer le terrain à accueillir des cultures, une intervention musclée est inévitable. Ici, un bêchage profond à l'automne sur 2 fers de bêche, en prenant soin d'extraire toutes les racines et de retourner les mottes, est la seule solution. Oui, c'est un travail éreintant et qui, de surcroît, perturbe la structure du sol. Mais dans ce contexte, c'est une étape forcée qui permettra de jeter les bases d'un futur potager prospère. Les années suivantes, une fois le sol apprivoisé et cultivé, il sera tout à fait possible, voire conseillé, d'adopter des méthodes plus douces. Mais pour ce démarrage, la bêche reste hélas incontournable. Alors, si vous n'avez ni une terre vierge à défricher, ni une argile lourde, nous pouvons ranger la bêche. Ceci dit, il ne s'agit pas de laisser les parcelles de culture en l'état. Le sol s'est tassé durant la saison et il est essentiel de l'ameublir. C'est ici qu'entrent en scène nos nouveaux meilleurs amis, la fourche-bêche et le sarcloir de Fokine. Ces outils permettent un travail du sol superficiel et tout en douceur. Le principe est simple. Nous ne retournons pas la terre. Notre objectif est simplement d'ameublir la couche supérieure du sol, sur une profondeur de 5 à 10 cm. Avec la fourche-bêche, il suffit de l'enfoncer dans le sol, puis de la soulever légèrement en la balançant d'avant en arrière. La terre se soulève et s'émiette sans que les couches ne se mélangent. Si vous utilisez un sarcloir, la tâche devient encore plus aisée. D'un simple mouvement, vous coupez et ameublissez la couche supérieure du sol. C'est largement suffisant pour améliorer la circulation de l'air et de l'humidité, tout en préservant l'intégralité de la structure de cet écosystème souterrain et sans perturber ses précieux habitants. Cette méthode de travail demande beaucoup moins de temps et d'efforts que le labourage ou le bêchage traditionnel. Maintenant que nous avons abordé la préparation du sol, passons au plat de résistance, ou plutôt au festin pour votre jardin, la fertilisation d'automne. L'automne n'est pas simplement la fin de la saison, c'est le moment idéal pour offrir à notre terre une véritable abondance. Il est essentiel de comprendre la règle d'or de l'apport automnal. En cette saison, nous ne nourrissons pas les plantes, qui sont déjà fanées, mais le sol lui-même et ses innombrables habitants. Nous leur préparons en quelque sorte un garde-manger pour tout le long hiver.
Pendant les mois froids, les micro-organismes et les vers de terre se chargeront lentement de décomposer toute la matière organique que nous avons apportée. Ainsi, au printemps, juste au moment des semis et des plantations, elle se sera transformée en un nutriment facilement assimilable et parfaitement équilibré pour les jeunes pousses. C'est un peu comme la préparation d'un plat qui doit mijoter longuement. Vous assemblez tous les ingrédients en automne, et au printemps, vous obtenez un bouillon riche et nutritif, prêt à booster la croissance de vos cultures pour qu'elles soient fortes et saines. Par conséquent, l'amendement automnal de vos parcelles est l'investissement le plus crucial pour la réussite de vos futures récoltes. Alors, comment allons-nous nourrir notre sol? Le premier geste et le plus essentiel pour préparer notre sol en automne, c'est l'apport de matière organique. Pour l'automne, les meilleures options sont un compost bien mûr ou un fumier entièrement décomposé, que l'on appelle parfois terreau de fumier. Je tiens à insister sur un point crucial. N'incorporez jamais de fumier frais en automne. Il contient un excès d'azote agressif sous forme ammoniacale, capable de brûler les racines des plantes qui seraient encore en place. De plus, il regorge de graines de mauvaises herbes et de micro-organismes pathogènes. Le compost ou le fumier mature, en revanche, c'est une toute autre histoire. C'est un véritable festin pour le sol, déjà prêt, équilibré et sans danger. Ce n'est pas pour rien que le compost est surnommé l'or noir du jardinier. Il ne se contente pas de nourrir, il améliore également la structure du sol, le rendant plus meuble, plus aéré, plus retentif en eau et plus vivant. La méthode d'application est très simple. Il suffit de le répandre uniformément sur la surface du potager, en formant une couche de quelques centimètres, soit environ un seau par mètre carré. Mais pourquoi faisons-nous cela? En répandant la matière organique à la surface, nous créons des conditions idéales pour nos précieux alliés souterrains. Imaginez que nous leur ayons dressé un véritable festin. Tout l'hiver et au début du printemps, vers de terre et micro-organismes vont pouvoir se régaler. Ils remonteront des profondeurs, emporteront les particules de compost dans leurs galeries et les transformeront. Ainsi, sans aucune intervention de notre part, ils mélangeront l'engrais à la terre, et ce, de la manière la plus naturelle et la plus efficace qui soit. Ils enrichiront le sol en humus, créant cette structure grumeleuse et aérée, si appréciée des racines des plantes. Au printemps, sur cette parcelle, la terre sera comme de la soie, légère, sombre et sentira bon la forêt. Vous n'aurez pas besoin de la bêcher pour enfouir les engrais. La nature fera tout le travail pour vous, et ce, bien mieux et plus efficacement qu'aucune bêche ne pourrait le faire. Tel est le principe fondamental d'une approche intelligente du jardinage. Ne pas entraver la nature, mais plutôt l'accompagner. Passons maintenant aux engrais minéraux. Les matières organiques, c'est excellent, mais parfois le sol a besoin d'un coup de pouce supplémentaire sous forme d'éléments spécifiques. En automne, les acteurs clés pour nous sont le phosphore et le potassium. Retenez bien ce duo, le phosphore et le potassium. Ils sont la pierre angulaire de la fertilisation automnale. Voyons ensemble à quoi ils servent. Le phosphore, c'est avant tout l'énergie et les racines. Il stimule le développement d'un système racinaire puissant et sain, qui pourra au printemps redémarrer rapidement sa croissance et assimiler efficacement les nutriments. Le potassium, lui, c'est l'immunité et la résistance au froid. Il aide les plantes à se préparer aux rigueurs de l'hiver et renforce leur capacité à résister aux maladies et aux conditions de stress. On peut dire que le phosphore construit les fondations de la future plante, tandis que le potassium lui enfile un manteau chaud et lui apporte ses vitamines. C'est précisément pourquoi l'apport automnal de ces éléments est si crucial, surtout pour les cultures pérennes comme les petits fruits, les fraisiers ou les arbres fruitiers. Mais ce qu'il ne faut absolument pas retrouver dans vos plates-bandes à l'automne, c'est de l'azote. L'azote est l'élément essentiel de la croissance. Il stimule le développement exubérant du feuillage et des tiges. Au printemps et au début de l'été, il est indispensable. Mais à l'automne, il devient l'ennemi numéro 1. Si vous apportez des engrais azotés avant l'hiver, vous provoquerez une croissance prématurée. Au lieu de se préparer à leur période de dormance, les plantes, surtout les vivaces, commenceront à émettre de jeunes pousses. Ces pousses tendres n'auront pas le temps de mûrir et de s'endurcir avant l'arrivée des gelées, et périront inévitablement
affaiblissant ainsi toute la plante. C'est un peu comme donner une boisson énergisante à un enfant juste avant qu'il ne s'endorme. Retenez donc cette règle simple. À l'automne, c'est phosphore et potassium, au printemps, c'est azote. Lisez attentivement la composition des engrais complexes sur l'emballage. Privilégiez ceux où l'azote, symbolisé par N, est en quantité minimale voire absent, et où le phosphore, P, et le potassium, K, sont présents en forte proportion. Les options idéales pour l'automne sont le superphosphate et le sulfate de potassium. Alors, comment appliquer correctement ces granulés minéraux? La méthode est très simple et ne demande pas d'effort particulier. Une fois la matière organique, comme du compost, bien étalée sur votre planche de culture, il est temps de passer aux engrais minéraux. Le plus important est de suivre scrupuleusement les instructions figurant sur l'emballage. Il ne faut surtout pas les épandre à la louche, en pensant qu'un surplus ne fera que du bien. Un excès d'engrais peut être bien plus néfaste qu'un manque. Généralement, le dosage recommandé est d'environ 20 à 30 grammes de superphosphate et 15 à 20 grammes de sulfate de potassium par mètre carré. Cela représente environ 1 à 2 cuillères à soupe. Il suffit de répartir uniformément les granulés sur la surface de la planche de culture, directement par-dessus le compost. Prenez ensuite un sarcloir ou un râteau et incorporez légèrement les engrais dans la couche superficielle du sol sur seulement 5 à 7 cm de profondeur en les mélangeant à la matière organique. C'est suffisant pour qu'au cours de l'hiver, sous l'action des pluies et de la neige fondue, ils se dissolvent lentement et se répartissent uniformément dans la couche racinaire. Nous arrivons maintenant à l'ultime étape, capitale mais trop souvent délaissée, le paillage. Après avoir ameubli la terre et apporté tous les amendements nécessaires, il est temps de couvrir nos planches de culture pour l'hiver. Imaginez que nous les protégions avec le même soin que l'on mettrait à envelopper quelque chose d'une chaude couverture. Le paillage, c'est tout simplement un matériau organique que l'on dépose sur la surface du sol. Il peut s'agir d'herbes tondues et séchées, de feuilles mortes d'arbres sains, de paille, de broyats de branches ou même d'aiguilles de pin. À quoi cela sert-il ? Premièrement, une couche de paillis protège le sol des variations brusques de température et du gel profond, préservant ainsi la vie des micro-organismes et des vers de terre si bénéfiques. Deuxièmement, il prévient l'érosion. Les fortes pluies automnales et les eaux de fonte printanières n'emporteront pas les nutriments que nous avons apportés, ni la couche superficielle la plus fertile de la terre. Troisièmement, sous cette couverture, le sol reste meuble et ne se compacte pas. Et enfin, au printemps, le paillis étouffera la pousse des mauvaises herbes, les empêchant de percer et d'atteindre la lumière. Et maintenant le moment clé, celui qui change tout. Le grand secret pour préparer vos parterres à l'hiver, c'est qu'il n'existe pas de recette universelle. La véritable révolution au jardin se produit lorsque vous cessez de suivre aveuglément les règles et commencez à écouter et comprendre votre propre terre. Si vous avez un sol lourd et argileux, aidez-le avec un ameublissement profond. Si votre sol est léger et sablonneux, misez sur la matière organique et le paillage pour retenir l'humidité et les nutriments. Au lieu de suivre aveuglément la règle du « faut-il bêcher ou non », vous commencez à travailler avec la nature et non contre elle. Vous arrêtez de détruire ce qui a été construit pendant des années et commencez à aider le sol à devenir plus vivant et fertile. C'est précisément ce changement de mentalité qui est la clé de récoltes stables et abondantes avec moins d'efforts. Alors, résumons. Au lieu d'un labourage destructeur, nous optons pour un ameublissement doux. Nous apportons impérativement de la matière organique comme du compost. Nous ajoutons du phosphore et du potassium pour renforcer les futures plantes et améliorer leur résistance à l'hiver. Et enfin, nous couvrons les parterres de paillis comme un plaid douillet. Ces étapes simples préserveront la santé de votre sol et vous feront gagner énormément de temps et d'énergie au printemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines publications. Et maintenant, une question pour vous. De quel côté êtes-vous? Bêchez-vous votre potager chaque automne ou avez-vous déjà adopté le jardinage au naturel? Écrivez-le en commentaire, votre expérience m'intéresse beaucoup.